Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche après-midi par vol régulier pour participer à la conférence des investisseurs de l'UEMOA à Dubaï. Un incendie a ravagé tôt ce matin un magasin de stockage à Yopougon. Les dégâts sont estimés à plus de 6 milliards de nos francs. Les premiers départs pour le Hajj édition 2014 ont eu lieu cet après-midi. Ils étaient 414 à prendre leur vol pour la Terre Sainte en Arabie Saoudite. Et puis à l'étranger, l'opposition malienne juge le pouvoir après un an d'exercice. Elle a organisé un meeting à Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. La conférence internationale des investisseurs se tiendra le mardi 9 septembre à Dubaï. Cette conférence marque le lancement de l'initiative régionale Investir dans l'UEMOA pour la mobilisation des ressources pour le financement de projets intégrateurs régionaux en faveur des États membres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan cet après-midi pour Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Reportage Jérôme Kofi à Bolin. Pour se rendre à Dubaï ce dimanche 7 septembre 2014, en vue de sa participation à la conférence internationale des investisseurs, le président de la République a opté pour un vol commercial. Ce faisant, il a rempli toutes les formalités à l'instar de tous les voyageurs. Il a commencé par le lavage des mains pour cause de la maladie à virus Ebola sévissant dans les pays voisins. Le président Alassane Ouattara a ensuite pris la direction du service d'enregistrement et de celle du poste de contrôle jusqu'à l'obtention du ticket final d'embarquement. Ce choix du vol commercial a permis au chef de l'État d'être en contact avec les autres voyageurs, leurs familles et les accompagnateurs ainsi que les fonctionnaires de la police et de la douane. Ce parcours lui a aussi permis d'encourager le personnel d'Aéria dans ses efforts pour la certification internationale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Une manière aussi pour lui de constater le dispositif mis en place pour prévenir la propagation d'Ebola et d'encourager les agents. En somme, par cette option, le président entend envoyer un message de bonne gestion des deniers publics, préférant un vol commercial en attendant la remise en service de son avion de commandement en entretien à la location d'un avion privé qui serait beaucoup plus coûteuse. À Dubaï, le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la sous-région présents à cette conférence vont certainement défendre des dossiers en matière d'investissement dans l'espace UEMOA. Voilà, la conférence internationale des investisseurs se tiendra le mardi 9 septembre à Dubaï. Retour de la Banque africaine de développement à son siège d'Abidjan. L'administrateur de la BAD pour la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale, Mamadou Koné, fait le point dans un entretien réalisé par Adama Koné dont nous vous proposons un extrait. Le pays inspire aujourd'hui confiance à tout le monde, que les conditions sont désormais réunies pour que la Banque africaine de développement puisse continuer donc, tranquillement à mener ses activités dans le pays. C'était pour cela que la banque était partie. Il y a beaucoup plus de sérénité. Les infrastructures donc, existent ou ont été remises en état pour permettre à la banque de travailler. Puis il y a le leadership du président de la République qui fait confiance et en qui donc, la communauté internationale a confiance. Elle vient avec une nouvelle dimension. Quels sont exactement les enjeux donc, de ce retour, aussi bien pour l'État du Côte d'Ivoire que pour la population ivoirienne? Il y aura des retombées directes. Ça va forcément créer des emplois directs. Les retombées sont grandes du point de vue économique, en termes d'image, en termes de clientèle, donc pour des entreprises de divers secteurs, hôtellerie, tourisme, ceux qui sont dans la bureautique, ainsi de suite. La fin du mois, à la fin du mois d'octobre, le 27 octobre, donc au 4 novembre, il y aura le cinquantenaire de la Banque africaine de développement qui va célébrer à Abidjan ici. Qui va célébrer ici à Abidjan. Et puis après, nous allons préparer les assemblées annuelles l'année prochaine.
Abidjan aussi ici, qui vont se tenir à Abidjan, qui sont des assemblées annuelles électives. On devra avoir un nouveau président de la banque donc l'année prochaine. Donc on va travailler un peu sur tout ça. Mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important, mais j'insiste, est-ce qu'il y a une candidature ivoirienne? Il faudra demander aux autorités ivoiriennes. Je ne peux pas répondre Vous à ça. Vous êtes représentant de la Côte d'Ivoire à la base, monsieur le ministre. Oui, mais il faudra demander aux autorités ivoiriennes. Pour l'instant, les candidatures ne sont pas ouvertes. Voilà l'entretien de l'administrateur de la BAD pour la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et la Guinée équatoriale a été réalisé par Adama Koné. La célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation se déroule le 8 septembre de chaque année. Son objectif est de sensibiliser et informer les populations sur l'importance de l'alphabétisation. C'est également le lieu pour le gouvernement de réaffirmer son engagement à donner un dynamisme à l'éducation non formelle. Le thème retenu cette année est alphabétisation au service du développement durable. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. L'alphabétisation est l'un des principaux éléments nécessaires pour promouvoir le développement durable. Elle donne aux individus les moyens de prendre les bonnes décisions dans les domaines de la croissance économique, aussi pour le développement social et de l'intégration environnementale. D'où cette année le thème « Alphabétisation au service du développement durable ». Nous nous félicitons de lors du thème de la présente journée « Alphabétisation au service du développement durable ». En attirant l'attention de la communauté des hommes sur la conjonction entre le savoir et le développement durable, cette thématique touche à une question fondamentale de la société contemporaine. En donnant aux hommes et aux femmes les clés de leur épanouissement, l'alphabétisation les dispose à être des adjudants d'un développement humain plus équilibré. L'alphabétisme est au cœur de l'éducation de base pour tous. Pourtant, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, certaines manœuvres vont contre son bon fonctionnement. Il reste à déplorer le taux malheureusement élevé d'analphabètes en dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics. Nous en connaissons les causes. Elles sont d'ordre économique, culturel et institutionnel. C'est ce qui légitime nos efforts accrus dans le sens de la scolarisation universelle. Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 est illettrée. Et sur les 860 millions d'illettrés dans le monde, 500 millions sont des femmes. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a exhorté la population à s'ouvrir aux nouvelles technologies pour davantage freiner l'alphabétisme en Côte d'Ivoire. Voilà, et le message du gouvernement a été délivré par Mme Kandia Camara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, était l'invité du journal de 13h, présenté par Fatou Fofana. L'entretien a porté sur la célébration des 40 ans d'activité de ce corps d'armée. En termes de perspective, les sapeurs-pompiers militaires entendent améliorer leur implantation sur l'ensemble du territoire national afin de mieux porter assistance aux populations ivoiriennes. L'action d'urgence, c'est une action de proximité. Et les casernes du sapeur de GSPM sont implantées à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et depuis peu à Korogo. Oui. Donc pour nous, il faut être au plus près des populations. C'est pourquoi d'ailleurs nous saluons la création de cette caserne de Korogo. Donc pour nous, l'implantation des casernes doit se poursuivre. Elle doit se poursuivre dans les grandes villes parce que nous sommes sollicités bien au-delà des zones où nous sommes. À Mans pour des incendies, mais partir aussi loin est vraiment difficile. Ça rend les manœuvres inefficaces. Et lorsque les pompiers arrivent, après avoir parcouru 300 km, ils sont plus utiles à la tâche, ils sont plus opérationnels. Donc pour nous, c'est de pouvoir poursuivre l'implantation des casernes du GSPM et apporter au corps l'équipement nécessaire à remplir encore mieux la mission que nous avons. Je vous l'annonçais dans les titres, un incendie s'est déclenché ce matin dans la commune de Yopougon, précisément à la zone industrielle, faisant des dégâts matériels importants.
Dans la société Sociam, un magasin de stockage de matériel électroménager, le préjudice est estimé à plus de 6 milliards de nos francs. Reportage Eric Goré, commentaire Serge Collier. Un magasin de stockage de 6000 mètres carrés contenant des appareils électroménagers et des ustensiles de cuisine partis en fumée. C'est le bilan de l'incendie qui s'est déclenché ce dimanche 7 septembre à 5 h du matin dans l'entreprise Sociam située en zone industrielle de Yopougon. Nous avons été alertés par notre service de sécurité dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 5 h du matin. Qu'il y avait un feu qui était dans un de nos hangars. Donc nous nous sommes précipités pour venir sur les lieux et on a contacté les pompiers aussitôt. Ils sont arrivés malheureusement avec 1 heure après notre appel, mais ils ont fait vraiment ce qu'il fallait pour vraiment éteindre le feu dans les plus brefs délais. Le feu dévastateur a été circonscrit vers 9 h par une équipe du groupement des sapeurs-pompiers militaires déployée sur les lieux. Malgré cette situation, l'entreprise entend prendre rapidement les dispositions pour sauver les emplois des travailleurs. Il a été décidé que tous les emplois seraient sauvegardés. Donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de chômage technique ou de licenciement. Vraiment, tous les employés resteront au sein de la société aux mêmes conditions qu'elles avaient avant ce dommage. Les pertes sont estimées par les responsables de la société sinistrée à des milliards de francs CFA. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes réelles de ce sinistre. Tiémé-le-Cros est une zone de production de riz. Les riziculteurs de la localité rencontrent cependant d'énormes difficultés dans l'exercice de leur activité. Ils essaient tant bien que mal de s'organiser. C'est le constat de Ouattara Amadou Walter et Kader Sogodougou. Regardez. Tiémé-le-Cros, sous-préfecture du département de Mbato dans la région du Moronou, était jadis réputée pour son café et son cacao, dont la production s'élevait à 46 000 tonnes par an dans les années 80. Après la déconvenue de cette ancienne boucle du cacao, aujourd'hui la production de riz connaît un essor pour l'autosuffisance alimentaire des populations estimée à 40 000 âmes. Je peux faire 10 hectares. Des fois, je peux faire 11 hectares. J'ai fait américain, j'ai fait adamé ici. Si puis venu bien là, je trouve 12 tonnes, des fois 11 tonnes. Mais si puis n'a pas venu là, peut-être c'est 8 tonnes, 7 tonnes. Des fois, si le riz commence à sortir là, bon, on paye kilo 375. Si le riz sort beaucoup là, maintenant on prend ça 360. J'ai 8 enfants. Tout le monde enfant là-bas à l'école. Décider de faire le riz parce que c'est ce qu'on fait ici, ça nous rapporte. On arrive à faire nos petits besoins, on nourrit nos petites familles avec. Avec le riz, on peut nous conduire. Cette forte production de riz a engendré de nouveaux petits métiers, ce qui ne déplaît pas d'ailleurs à la population, composée à 85% d'agriculteurs. Pour la seule commune de Tiémé-le-Cros, 11 moulins de décortiquage de riz fonctionnent en plein temps, surtout en période de récolte. Par jour, on peut piler 10 tonnes. Sans riz, là, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de société où on peut aller. Cependant, la moisson de riz de Tiémé-le-Cros rencontre d'énormes difficultés quant à sa commercialisation. Nous ne sommes pas suivis par les gens. Souvent, quand on fait le riz, on a besoin de produits, il n'y a pas euro. Souvent, les acheteurs même, on n'en a pas. Pour la municipalité, ces difficultés de commercialisation pourraient se résoudre si seulement les jeunes producteurs, aujourd'hui les plus nombreux, se mettaient en coopérative. Au niveau de la commune, quand on convoque des réunions de jeunes en vue de les réorganiser, ils ne viennent pas. En attendant que le producteur de riz de Tiémé-le-Cros s'organise pour trouver une solution afin de mieux jouir du fruit de leur labeur, les différentes variétés de riz sont consommées localement dans les restaurants de cette commune. Le riz de Tiémé-le-Cros est d'une bonne qualité. Quand tu manges, vraiment c'est tellement doux. Ça a un bon parfum. Même les gens d'Abidjan, même, c'est ici, ils viennent faire leur commande de riz pour aller manger. Si consommer ivoirien c'est malin, il serait d'autant mieux que les structures spécialisées dans la commercialisation de produits vivriers soient plus regardantes du côté de Tiémé-le-Cros, situé à environ 30 km de piste de la ville de Dembokro. Cela pour faciliter l'écoulement de la quantité de riz qui demeure inestimable à cause du manque d'organisation des producteurs. On s'intéresse maintenant au Festival des Grillades d'Abidjan qui a ouvert ses portes hier samedi pour sa 7e édition. Ce sont plus de 100 000 festivaliers qui se sont retrouvés au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville pour prendre part à cette foire gastronomique. 50 spécialistes de mets braisés, sélectionnés parmi les meilleurs du pays,
ont proposé autant de spécialités culinaires. Un événement qui vise à faire la promotion de l'art culinaire ivoirien et le festival qui a débuté hier prend fin aujourd'hui. Pour la 7e édition, ce sont plus de 1000 festivaliers qui ont pris part au Festival des Grillades d'Abidjan, une foire gastronomique devenue l'un des événements les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Normal, le Festival des Grillades est initié pour promouvoir l'art culinaire ivoirien. Ce festival est né déjà en 2008. Nous avions souhaité à cette époque-là faire la promotion de l'art culinaire ivoirien, notamment des grillades. Et nous avons créé cet espace-là qui regroupait les meilleurs restaurateurs, grilleurs d'Abidjan. Et nous y avons adjoint un peu d'agrément, de la musique, et voilà. Sélectionnés parmi les meilleurs du pays, 50 braiseurs proposent divers mets, crabes poilus braisés, poulets braisés, choukouya de mouton, etc. Des spécialités, source d'attraction de nombreux amis et familles, en quête de moments de convivialité, en compagnie de bons rafraîchissements. J'ai toujours aimé, donc j'ai voulu faire un tour pour voir les différentes spécialités du pays, voilà, en grillade quoi. L'organisation est bien, il y a assez de nourriture pour tout le monde et puis ça se passe bien. Mais apparemment ça doit être bon parce que l'odeur déjà nous ravit. Ouais, beaucoup de monde, une jolie ambiance, c'est génial. Ça c'est ici, le poulet grillé, le poisson grillé, ça c'est le meilleur du monde. L'affluence est dense, il y a du monde. Il y a du monde, bon, pour le moment ça va, pour un début ça va. À cette 7e édition du Festival des Grillades d'Abidjan, les dispositions ont été prises pour le respect des mesures d'hygiène arrêtées par le gouvernement pour empêcher l'entrée du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Le réseau des amis de la Côte d'Ivoire a initié une formation sur les notions relatives à la paix, au pardon et à la réconciliation. La session de formation s'est déroulée à Boaké. Ses membres ont pour mission la consolidation de la paix dans le pays. Hassan Kane et Kader Sogodogo, reportage. Fonctionnaires, acteurs de développement et instruments de réconciliation. C'est sous ce thème que s'est tenu le premier séminaire de formation du réseau des amis de la Côte d'Ivoire, RACI, à Boaké. Cette formation au profit des fonctionnaires membres du RACI a enregistré plus de 100 délégations venues de tout le pays. Pendant 2 jours, les participants ont été formés à la promotion de la cohésion sociale, cela à travers des modules de formation. Pour le président du RACI, sa structure a décidé de mettre l'accent sur la formation pour la promotion de la réconciliation. On estime que pour une organisation qui veut faire promouvoir la paix, il est bon qu'elle s'appuie sur un certain nombre de ses acteurs pour vraiment faire le travail. À partir de ce moment, comme nous sommes suffisamment prêts et que la coordination femmes, fonctionnaires et jeunes arrive à cadrer l'ensemble du territoire national, il fallait venir réfléchir sur la méthode de réconciliation nationale. Il y a quand même des signes forts qui montrent que le président Ouattara et son équipe travaillent bien. Et du point de vue de l'investissement et même du point de vue du processus de réconciliation, ça avance. Il faut tout simplement rester dans cette posture et non seulement inviter le président lui-même à ouvrir les bras aux autres Ivoiriens au-delà de son parti, mais inviter aussi ceux qui l'ont combattu hier à mettre balle à terre pour venir, parce qu'il s'agit de construire la Côte d'Ivoire nouvelle. Le séminaire de formation des membres du RACI a pris fin par l'investiture de coordination départementale, régionale et nationale. L'Organisation mondiale de la santé a décidé vendredi d'utiliser immédiatement les traitements expérimentaux à base de sang et de sérum de convalescence contre l'épidémie d'Ebola, qui a fait plus de 2000 morts, et annoncé qu'un vaccin pourrait être disponible en novembre pour les personnels de santé. Et puis sachez que toute la Côte d'Ivoire est mobilisée pour prévenir l'épidémie de fièvre Ebola. Le ministère de l'Agriculture et ses partenaires ont offert un chèque de 55 millions de francs au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. La prévention contre l'épidémie de fièvre Ebola se déportait au stade Félix Houphouët-Boigny, où un dispositif sanitaire et sécuritaire a été mis en place avant, pendant et après la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Match remporté par la Côte d'Ivoire sur le score de 2 buts à 1. Le match a bien eu lieu. Les Sierra Léonais ont perdu 2-1 face aux Ivoiriens. Un tour de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est joué sur fond d'Ebola. Ce n'est que lundi que la Côte d'Ivoire a accepté d'accueillir la sélection sierra-léonaise.
Le virus qui sévit dans ce pays voisin fait peur. Une situation difficile à vivre pour les joueurs. Ebola, ça fait mal dans le pays maintenant. Et c'est affecté les joueurs ici en Europe et tous les joueurs aussi à Sierra Leone. Donc c'est pas bien. Les Sierra-Léonais sélectionnés n'avaient pas mis le pied au pays depuis 21 jours au moins. Le temps d'incubation du virus, une condition pour que la rencontre ait lieu. Pas grand monde, malgré l'importance de la rencontre. Devant les portes, un dispositif inhabituel. Il faut désinfecter ses mains à l'aide de gel. Ceux qui refusent n'entrent pas. Quand on prend ces mesures générales, c'est pour que vraiment il y ait le moindre risque possible. À l'intérieur, Ebola reste dans tous les esprits avec des affiches qui sensibilisent les supporters. Le premier symptôme, c'est la brusque fièvre. Le deuxième symptôme, c'est la faiblesse intense. La sécurité et le personnel médical ont été doublés au cas où, malgré l'optimisme affiché par les organisateurs. Vive le sport, que l'Ebola ne passera pas par le sport en Côte d'Ivoire. Ce dimanche, le président américain Barack Obama s'est adressé au peuple d'Afrique de l'Ouest, notamment ceux du Libéria, de Sierra Leone, de Guinée et du Nigeria. Barack Obama a dit, et je cite, « Au nom du peuple américain, je veux que vous sachiez que nos prières accompagnent ceux qui ont perdu des êtres chers lors de cette terrible épidémie d'Ebola. Les États-Unis travaillent avec vos gouvernants pour contribuer à stopper cette maladie. La tâche ne sera pas facile, mais nous savons comment y parvenir. » Message plein d'espoir donc. L'Organisation mondiale de la santé, je le rappelle, a annoncé qu'un vaccin pourrait être disponible dès le mois de novembre. La procureure de la Cour pénale internationale annonce le report du procès du président kenyan Uhuru Kenyatta pour faute de preuves suffisantes. Mais avant, en direction l'Éthiopie, où les partis en conflit au Soudan du Sud ont du mal à respecter l'accord qu'ils ont signé. C'est sa façon à elle de marquer les 1 an de pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposition malienne en France a tenu un meeting samedi avec ce slogan choc, IBK, 1 an de régression. Principaux griefs, la crise du Nord Mali non résolue malgré les promesses et la mauvaise gouvernance. L'accord cadre conclu le 25 août à Addis Abeba par le gouvernement du Soudan du Sud et son opposition armée est-il déjà caduc? C'est la question que pose la diplomatie éthiopienne après de récentes déclarations d'opposants du Soudan du Sud contestant la portée de ce texte. À l'occasion du sommet régional de l'IGAD, les deux parties s'étaient engagées à finaliser en 6 semaines un accord définitif. L'étau de la justice internationale se dessert autour du président Uhuru Kenyatta. L'ouverture de son procès devant la CPI, prévue le 7 octobre, pourrait ne pas avoir lieu à cette date. La procureure Fatou Bensouda demande un report, faute de preuves suffisantes. L'accusation attend toujours des documents qu'elle a réclamés en vain aux autorités kenyanes. Le président Kenyatta est poursuivi pour son rôle présumé dans les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait plus de 1000 morts. 9 mois après son intégration dans la MISOM, le contingent éthiopien dresse un bilan positif de son action en Somalie. Les Chebabs n'ont cessé de perdre du terrain depuis le début de l'année. Outre leur ancien fief de Baidoa, ils ont été chassés de 5 localités reprises par les troupes de l'ONU et du gouvernement somalien. Le président Obama ne régularisera pas les dizaines de milliers d'immigrés sans papier sur le territoire américain. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le système américain d'immigration ne sera pas réformé avant les législatives de novembre. Une décision destinée à réduire le risque d'une défaite électorale et d'empêcher le Sénat de basculer du côté des républicains. L'aviation de Bachar el-Assad a bombardé samedi la ville de Raqqa, fief des combattants de l'État islamique dans le nord de la Syrie. L'attaque aurait fait au moins 17 morts parmi les djihadistes. L'État islamique est également soumis à des frappes américaines dans le nord de l'Irak. Les combattants kurdes Peshmerga, armés par les Européens, ont repris vendredi la ville de Makhmour et semblent pouvoir faire reculer les combattants de l'État islamique. Une femme de 33 ans tuée et 4 personnes blessées à Mariupol la nuit dernière.
Le cessez-le-feu instauré depuis vendredi soir entre Ukrainiens et rebelles pro-russes dans l'est du pays a du mal à être respecté sur le terrain. Même situation de tension et de peur à Spartak, un peu au nord de la ville de Donetsk, fief des séparatistes. Des explosions retentissaient régulièrement et des fumées noircissaient le ciel. À pied, à vélo ou en voiture, les quelques familles qui s'accrochaient à leur maison ont fini par se décider à partir. Selon les séparatistes, les tirs provenaient de la zone de l'aéroport contrôlée par les forces gouvernementales. Selon l'agence France-Presse, le calme était revenu dimanche en début d'après-midi, tant à Mariupol que dans la région de Donetsk. Voilà, c'était le tour de l'actualité mondiale en bref et en images. Chaque année, des milliers de pèlerins se retrouvent à Lourdes en France. Parmi ces croyants, des Ivoiriens appartenant à différentes organisations chrétiennes. Notre envoyé spécial Thérèse Yoboué a suivi pour vous les pèlerins ivoiriens du groupe Jean-Paul Nobou. Ils étaient cette année 115 pèlerins ivoiriens dirigés par Jean-Paul Nobou à fouler le sol de Lourdes. Un pèlerinage qui a été possible grâce au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Anne Désiré Ouleto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a apporté aussi un soutien aux pèlerins. Comme chaque année, une fois sur la terre de Sainte-Bernadette, ces pèlerins ont observé les rites du pèlerinage. Procession de l'autel à la grotte, portement de la bougie, une grosse bougie symbolisant les souffrances, les difficultés du pays qu'on va présenter à la Vierge Marie pour demander son intercession. Également au programme, le toucher de la grotte de Massabielle, là où la Vierge Marie est apparue 18 fois, à Sainte-Bernadette. Cette année encore, la paix pour la Côte d'Ivoire était au centre des intentions des pèlerins. Je viens ici pour demander à la Vierge Marie la paix pour mon pays. On ne vient pas en tourisme, mais on vient pour raffermir notre foi, pour la conversion. Et prier surtout pour que nous retrouvions la paix dans notre pays. Au nombre des pèlerins, beaucoup d'enfants. Je suis venue à Lourdes pour prier, mes études, pour plus tard, pour me nettoyer de mes péchés. Je suis à Lourdes pour prier le Seigneur, pour prier pour la famille et pour la Côte d'Ivoire. Je demande à la Vierge Marie de pouvoir bien travailler à l'école, d'avoir beaucoup de grâce sur mes frères et sœurs, sur moi-même. Le pèlerinage est un moment de partage, d'humilité, de pénitence, de transfiguration, mais surtout de prière. Et l'occasion a été donnée aux 6 prêtres du groupe de permettre aux pèlerins, au cours de nombreuses célébrations eucharistiques, de croire, mais surtout de vivre les paroles vivantes de Jésus-Christ. Autre pèlerinage, c'est le départ pour les premiers pèlerins ivoiriens candidats au Hajj 2014. Les premiers pèlerins de Côte d'Ivoire ont quitté Abidjan pour Médine en Arabie Saoudite ce dimanche 7 septembre, précisément à 13h03. Cette année, ils sont au nombre de 5600 fidèles musulmans inscrits pour le pèlerinage en Terre Sainte. Et pour ce premier vol, on a enregistré 414 passagers, tous heureux d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam, Doigt des lasers. Les premiers pèlerins déjà en route pour la Terre Sainte de Médine en Arabie Saoudite. À bord de cet avion, 414 fidèles musulmans qui vont découvrir la Kaaba, la première mosquée du prophète de l'islam, dans le cadre du Hajj 2014. C'est un rêve qui se réalise aujourd'hui et me voyant dans l'avion en partance de Médine, vraiment je suis très émue. Et je prie le Seigneur qu'il le facilite pour moi, qu'il me permette d'effectuer tous les rites dans la santé et qu'il exauce tous nos vœux. Je suis en joie. C'est comme je suis à la Mecque même. Parce que présentement, tout mon cœur est là-bas. À la différence des autres années, le Hajj 2014 se déroule dans de bonnes conditions, avec tout de même quelques difficultés au plan technique. La difficulté que nous avons eue cette fois-ci, c'est la gestion électronique. Vous savez, c'est ponctueux et parfois l'Internet est instable, on n'a pas de réseau. Mais je pense qu'à l'avenir, nous ferons l'effort par l'aide de Dieu pour corriger ces dysfonctionnements. Mais nous avons promis aux Ivoiriens un Hajj sans bruit. Dieu nous a permis de le réaliser. Donc nous souhaitons que les pèlerins soient à l'écoute. Comme ça, quand on les appelle, qu'ils répondent à notre appel. Avec ce premier départ, 526 sur les 5600 candidats
sont en attente de leur vol pour le Hajj 2014. Ils y vont pour accomplir le 5e pilier de l'islam, une tradition de la religion musulmane qui se déroule entre le 8 et le 13 du dernier mois du calendrier musulman, le Dhu al-Hijja. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce dimanche aux environs de 15 heures pour Dubaï, dans les Émirats arabes unis. Le chef de l'État va prendre part le mardi 9 septembre à la conférence internationale des investisseurs dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programmes sur RTI 1 et à très bientôt.